Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 4 mai. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio, en visite d'amitié et de travail à Abidjan, s'est rendu aujourd'hui dans les locaux du CNRA à Yopougon. Il veut s'inspirer du succès du Centre national de recherche agronomique à l'origine de plusieurs progrès de l'agriculture ivoirienne. Dans l'actualité politique nationale, le 4e congrès extraordinaire du RDR, ouvert ce samedi au Palais des Sports de Trècheville, thème le RDR mobilisé pour le RHDP unifié. Le président d'honneur du parti, les militants et les sympathisants du RDR se sont mobilisés pour ce congrès. La Banque mondiale se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la résolution du problème de pénurie d'eau à Boaké. L'institution financière internationale vient de faire don de 5 milliards de francs CFA pour financer des mesures urgentes en vue de permettre aux populations de retrouver de l'eau dans les robinets. Enfin, le Gabon a un nouveau gouvernement. Le Premier ministre a été reconduit. L'équipe attendue depuis près de 2 ans compte 41 membres. Sa mission est urgente, organiser les élections législatives. Soyez les bienvenus sur RTI1. Si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout. Cette citation n'est pas de moi, c'est plutôt le titre d'un essai littéraire primé au dernier salon du livre de Paris. L'auteur est ivoirien, il s'agit du journaliste écrivain Venance Conan. Il est l'actuel directeur général du groupe de presse ivoirien Fraternité Matin. Ce soir, il est notre invité de la page culture et dans cet ouvrage, Venance Conan ne trempe pas sa plume dans l'eau tiède. Ouvertement, il appelle à l'arrêt de l'aide à l'Afrique pour son développement. Mais comment y arriver? Notre invité nous répondra. Bonsoir, M. Venance Conan. Bonsoir. Alors, vous venez de publier « Le noir n'est pas capable. Si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber ». Alors, tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout. Tout d'abord, dites-nous pourquoi un si long titre? C'est une citation. Je l'ai tiré d'un discours de Frédéric Douglass, un noir américain qui a dit cette phrase-là en 1865. Et je pense que c'est une phrase, le tout se tient. Et ça exprime un peu l'idée que je voulais développer dans le livre. Cette Afrique qui croit que le reste du monde doit l'assister en permanence, mais de l'autre côté, cette Afrique qui peut se tenir debout, qui peut se responsabiliser. Et vous nous en direz davantage dans la page culture pourquoi laisser tomber le noir s'il n'est pas capable de se tenir debout et comment le noir peut-il se tenir debout. On se retrouve dans une trentaine de minutes exactement. À tout à l'heure, M. Venance Conan. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio est arrivé hier à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Ce samedi, il s'est rendu dans les locaux du CNRA, Centre national de recherche agronomique dans la commune de Yopougon. Le président sierra-léonais s'est imprégné du savoir-faire de cet institut de recherche à l'origine de plusieurs progrès de l'agriculture ivoirienne. Reportage signé Jean-Luc Bango. Invité de prestige ce samedi 5 mai pour le Centre national de recherche agronomique CNRA, le président de la République sierra-léonaise, Julius Maada Bio, est venu s'inspirer de la réussite du fleuron de la recherche agronomique ivoirienne. Le CNRA est en effet à l'origine des bons résultats que l'agriculture ivoirienne ne cesse de réaliser, selon le ministre de la Production animale et des ressources halieutiques. L'impact significatif de la recherche scientifique sur l'essor du secteur agricole a permis à notre pays d'accomplir des programmes substantiels dans de nombreux domaines. Qu'il s'agisse du domaine des cultures d'exportation ou des cultures pour assurer la sécurité alimentaire, notre pays a réalisé de nombreuses performances qui ont hissé notre agriculture au premier plan africain et mondial dans plusieurs domaines. Des résultats rendus possibles par la recherche agronomique, elle-même boostée par la vision des autorités ivoiriennes qui ont initié les politiques et programmes adéquats. Une vision dont veut s'inspirer également Julius Maada Bio. Ce que nous avons vu, nous voulons vraiment mettre tout cela en œuvre chez nous, afin que nous puissions être mis en relation, on puisse travailler la main dans la main. Les Africains doivent être des Africains partout et nous devons être capables de nous tenir un langage de solidarité donc, par rapport à ces riches expériences. Le président sierra-léonais a plaidé pour une intégration régionale au niveau de la recherche agronomique. C'est au laboratoire central de biotechnologie qu'il a achevé sa visite au CNRA.
Un laboratoire dont le but est de soutenir les programmes de recherche sur les ressources génétiques et les productions agricoles. Et l'arrivée du président sierra-léonais hier à Abidjan a coïncidé avec l'ouverture du 6e forum de l'Institut Choiseul. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a assisté à l'événement. Ce sommet qui réunit plus de 200 leaders économiques des clés africains et européens est une opportunité pour les partenaires et entreprises ivoiriennes de développer des opportunités d'affaires. On en sait plus avec Sidonie Davila. Rencontre de leaders africains, européens et de dirigeants économiques au 6e sommet de l'Institut Choiseul. Lieu d'échange, l'Institut a choisi la Côte d'Ivoire pour tenir cette édition. Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la République, hôte de cette rencontre, s'appuyant sur les performances réalisées ces dernières années dans les différents secteurs d'activité, n'a pas manqué de vendre la destination Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la question de l'émergence des jeunes entrepreneurs, des champions nationaux, figure au cœur des priorités stratégiques de l'État. En effet, pour améliorer sa compétitivité, aucune économie ne peut se passer d'un tissu économique fort, pourvu d'entrepreneurs nationaux qualifiés et très professionnels. Le gouvernement, convaincu du rôle moteur des entreprises, notamment innovantes dans la croissance économique, s'efforce en effet de créer un cadre propice à l'éclosion et à l'épanouissement des entreprises et des entrepreneurs. Pour cette rencontre qui se tient pour la première fois à Abidjan, l'Institut Choiseul a rassemblé les lauréats du Choiseul ainsi que divers dirigeants étrangers et ivoiriens. Appelé à jouer un rôle majeur dans le développement économique du continent, le vice-président a exhorté les champions nationaux à aller plus loin avec le soutien du gouvernement. Au cours du panel qui a suivi, Daniel Kablan-Duncan s'est prêté aux questions des jeunes lauréats. Pour l'Institut Choiseul, il est important que les jeunes se frottent à des exemples de réussite. Mieux comprendre ce qui se passe ici, parce qu'il se passe beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, et de faire en sorte que des projets puissent être initiés entre lauréats, entre différents acteurs économiques ivoiriens et africains. C'est un gros travail qui est fait par l'équipe de l'Institut Choiseul, qui nous a permis d'identifier plusieurs milliers de profils qui incarnent vraiment la réussite économique de l'Afrique à l'échelle du continent. Ce 6e sommet va se tenir sur 2 jours. Au programme, des rencontres entre dirigeants économiques, des partages de visions et d'expériences. Dans l'actualité politique nationale, le 4e congrès extraordinaire du RDR, ouvert ce samedi au Palais des Sports de Trècheville. Thème, le RDR mobilisé pour le RHDP unifié. Le président d'honneur du parti, les militants et sympathisants du RDR se sont mobilisés pour ce congrès, comme nous le rapporte Ahmed Traoré Abou Sanogo. Mobilisation ce samedi des militants du Rassemblement des Républicains. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur prendre part à ce grand rendez-vous de leur parti. Nous aujourd'hui en tant que jeunes panafricains et jeunes aujourd'hui qui voulons réellement de l'émergence de notre pays, il était important d'apporter notre plébiscite à cette activité avec pratiquement près de 500 jeunes. Une bonne mobilisation comme vous le constatez. Parce que le RDR vit un de ses grands jours aujourd'hui encore, parce que appelé à donner une position précise sur la question du RHDP. Et la question du RHDP étant une logique, une rigueur et une espérance même pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qui justifie le rassemblement de tous ces jeunes pour dire oui à l'orientation nouvelle que le président Alassane Ouattara donne à la Côte d'Ivoire. De longues files d'attente pour avoir accès à l'enceinte du palais des sports de Trècheville. Dehors, l'on a du mal à se frayer un passage. La sécurité veille au gré. À l'intérieur du palais, un site qui a refusé du monde. Une ambiance entretenue par des artistes de renom. Ce congrès extraordinaire du RDR a tenu le pari de la mobilisation. Les militants statutaires du RDR sont venus très nombreux donner leur position sur le projet de parti unifié. Vraiment, la Côte d'Ivoire donne un exemple. Le PDCI, le RDR et tous les alliés donnent un exemple à toute l'Afrique. Je pense que c'est nécessaire pour vraiment consolider les acquis. Et je pense qu'aujourd'hui, il est bon de se réunir en frères et de vivre ensemble. Et ça permet effectivement de rassembler tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Nous voulons pour la stabilité de ce pays. Comme l'a dit
nos devanciers, que l'union fasse la force. Et c'est les sillons de ce devenir pour la Côte d'Ivoire que nous sommes venus assister au congrès du RDR. Participer activement au projet du parti unifié, une fierté pour les participants. Nos grands-parents ont créé le Rassemblement démocratique africain, le PDC-RDA. Par la suite, nos parents ont mis sur pied le Rassemblement des Républicains. Mais aujourd'hui, notre génération est témoin de la naissance du parti unifié RHDP. C'est une grande joie. Et cela est à mettre à l'actif d'un homme à renommée internationale, Alassane Ouattara. Oui, c'est un grand jour pour le RDR. Ce 4e congrès extraordinaire vient remettre les opinions à jour parce qu'il y a trop de commentaires qui se font. Et je pense que le RDR, en tant que parti membre du RHDP, doit se donner des moyens pour communiquer avec la base. RHDP, parti unifié, une nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de ce 4e congrès extraordinaire. Il se déroule sur une journée. Et on reste au Palais des Sports de Treichville pour suivre cette fois-ci la cérémonie d'ouverture du 4e congrès extraordinaire du RDR. Je rappelle en présence du président d'honneur du parti, Alassane Ouattara, et plusieurs militants. Le thème, le RDR mobilisé pour le RHDP unifié. Viviane Aïmé. Ce congrès extraordinaire du RDR, convoqué ce samedi 5 mai, soit 9 mois après le dernier congrès ordinaire en date de ce parti, a enregistré une fois de plus une mobilisation record. La bonbonnière du Palais de la Culture refusait du monde. Quant à l'extérieur du bâtiment, était agglutinée une foule compacte. Il faut relever que l'objet de ce congrès extraordinaire n'est pas des moindres. Il s'agissait en effet d'informer les militants sur la création très prochaine du parti unifié depuis que les signataires de la plateforme RHDP ont signé le 10 avril dernier l'accord politique pour la création du parti unifié. Pour le RDR, ce congrès est donc le dernier virage avant le grand saut dans le parti unifié. On pouvait donc lire sur les nombreuses affiches placardées le RDR mobilisé pour le RHDP unifié. Initiateur avec le président du PDCI, Henri Konan Bédié, du RHDP, le président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président d'honneur du RDR, était présent à l'ouverture de ce congrès. Le président du PDCI était représenté par le ministre Patrick Hachi, cadre de ce parti. Si la direction du RDR affichait son unité face à la perspective de se fondre désormais dans un seul moule avec le PDCI, l'UDPCI, le PIT, l'UPCI et le MFA, reste à faire accepter ce choix aux militants. Dans les différentes interventions, les arguments n'ont pas manqué. Le premier vice-président du RDR, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, surnommé le lion par les militants, s'est lancé dans l'arène. Encore une fois, il convient de rappeler qu'à l'hôtel du Golfe, lorsque nous y étions, et où il y avait le président de la République et le président Bédié, ils avaient déjà décidé là-bas d'aller au parti unifié. Donc ce n'est pas une idée nouvelle. C'est une idée importante pour la Côte d'Ivoire. Et le comité de haut niveau que nous avons eu l'honneur de coprésider avec le vice-président, avec l'ensemble des partis membres du RHDP, a travaillé et a fourni ces documents. Chers congressistes, vous avez donc aujourd'hui la responsabilité de travailler sur ces documents. Je voudrais vous inviter, conformément à la vision de notre président, conformément à son engagement d'une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire moderne et développée, je voudrais vous inviter à adopter ces documents. La secrétaire générale du parti, Kandia Camara, a plaidé, elle aussi, tout comme le président du comité d'organisation du congrès, Adama Bictogo, et la présidente du RDR, Henriette Dagri Diabaté. Allons au parti unifié pour davantage rassembler la Côte d'Ivoire. Allons au parti unifié pour davantage consolider la réconciliation nationale. Allons au parti unifié pour davantage garantir l'avenir de la Côte d'Ivoire. Allons au parti unifié pour mieux mettre en valeur la philosophie politique du président Félix Houphouët-Boigny. Alors, vive le RHDP unifié,
Vive la Côte d'Ivoire, rassemblée, unie, paisible, prospère et émergente. Monsieur le Président, un nouveau contrat de confiance est à nouveau au rendez-vous entre vous et les militants du RDR. C'est le contrat du parti unifié. Nous sommes prêts, nous sommes engagés parce que lorsqu'il s'agit du président Alassane Ouattara, tous les militants du RDR sont engagés. Aux fouettistes de tous les partis, nous avons raison de nous rassembler. Nous savons qu'ensemble, si nous restons conscients de notre responsabilité à l'égard du pays, la Côte d'Ivoire restera stable pour longtemps. Représentant du président du PDCI, le ministre Patrick Achi a donné lecture du message de solidarité du président Henri Konan Bédié au RDR. Le président Henri Konan Bédié vous félicite pour cette parfaite organisation et cette mobilisation exceptionnelle. Ainsi, vous avez décidé de tenir les assises de ce présent congrès. Un congrès extraordinaire dont le thème, le RHDP, parti unifié, une nouvelle chance historique pour la Côte d'Ivoire. Parce que les enjeux du moment méritent que des décisions particulièrement importantes soient prises. À présent, il s'agit de faire un pas supplémentaire dans la bonne direction, celle de la consolidation de nos ententes, de notre union, de notre rassemblement, de notre cohésion, du vivre ensemble dans la paix pour la gestion commune de notre pays en vue de son émergence politique, économique et sociale. Quant à l'UDPCI, également signataire de l'accord politique pour la création du parti unifié, son président, le ministre Albert Mabry-Touaqueuse, est venu exprimer ses encouragements au RDR. Je voudrais saluer le RDR, saluer ses instances, saluer tous ses militants et leur exprimer notre solidarité et notre fraternité. Notre solidarité au moment où vous allez prendre une décision importante et vous dire simplement la confiance que nous avons en vous pour que le rassemblement des Ivoiriens et la voie de la paix, la voie du dialogue soit la voie que le RDR réaffirme à nouveau puisque c'est la voie que vous avez choisie en vous mobilisant autour du président de la République. Après les différentes allocutions qui ont marqué l'ouverture du congrès, les congressistes devaient se retrouver en atelier pour étudier les textes du parti unifié afin de les valider. Et la décision a été prise. Le RDR dit oui au parti unifié à l'issue de son 4e congrès extraordinaire. Le président d'honneur du parti, Alassane Ouattara, a livré un important message. Je vous propose de l'écouter. Le RHDP se constituera avec ceux qui le voudront bien. Et je prends donc acte de la décision de l'UPC de ne pas faire partie du RHDP, en tout cas à la date d'aujourd'hui. Alors maintenant que nous avons les textes fondateurs et l'accord politique, et conformément à la volonté exprimée par nos militants, je demande à la direction du RHDP de procéder au dépôt des textes au ministère de l'Intérieur pour créer le RHDP. Et pour la consolidation du RHDP, je propose l'organisation du congrès constitutif du RHDP dans les meilleurs délais pour nous permettre d'asseoir le RHDP dans toutes les régions de notre pays. Cela me paraît indispensable, car une élection présidentielle se prépare plusieurs années à l'avance. Et je voudrais insister pour dire que ce congrès constitutif devra poser les bases du choix de notre futur candidat à l'élection présidentielle de 2020. Et comme convenu, dans l'accord politique signé par tous les responsables des partis membres du RHDP
le 12 avril dernier, ce choix sera démocratique, car le RHDP, c'est la démocratie. Et j'ai toujours indiqué que tout le monde pourra être candidat en 2020. Oui, donc n'ayez nulle crainte que personne ne se sente exclu. La démocratie jouera pour que ce soit vous, les congressistes, vous qui allez désigner le candidat que nous présenterons tous ensemble pour les élections présidentielles de 2020. Et je voudrais insister pour dire que le meilleur d'entre nous sera désigné comme le candidat unique du RHDP. Et des militants du Rassemblement des Républicains ont réagi au micro de nos reporters. Nous les écoutons. Ce 5 mai constitue un turning point dans l'histoire de notre parti. Vous voyez que la vie de notre parti est séquencée. Et aujourd'hui, dans notre marche triomphale, c'est une séquence importante qui se joue. Nous saluons l'initiative. C'est une bonne chose. Tout ce qui peut amener la paix en Côte d'Ivoire, nous sommes tous partants pour ça. Nous sommes déjà dans les habits du parti unifié. Tous les cadres du Bouaké, tous les militants du Bouaké, après près de 3 mois de sensibilisation, sont mobilisés à aller au parti unifié. Du parti unifié, c'est un rêve. C'est un rêve qui deviendra une réalité parce que personne n'est sans ignorer la force de cette union depuis plus d'une dizaine d'années qui a changé la vie des Ivoiriens. Oui, le RHDP, c'est le rêve. C'est un jour historique, à l'instar de l'appel du stade Géo-André en 1958. Nous sommes en train de poser les bases d'un parti unifié pour la paix, la stabilité, l'union des frères et des sœurs, enfants de Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes très très heureux d'être à ce congrès extraordinaire aujourd'hui, puisque comme l'a si bien dit son Excellence Monsieur le Premier ministre, les militants du RDR avaient tous souhaité, n'est-ce pas, avaient instruit lors de notre congrès, le dernier congrès que nous avons fait, le président de la République, afin qu'on aille au parti unifié. C'est la paix garantie pour notre pays, c'est le développement garanti pour notre pays pour les années qui viennent. C'est l'un des grands chantiers du président Alassane Ouattara. Les chantiers ne doivent pas se résumer qu'à bâtir des routes, qu'à régler les questions économiques. Mais il faut arriver en fait à mettre en place les conditions de paix durable. Et tout le monde sait que si le PDCI et le RDR, l'UDPCI en plus et d'autres partis se retrouvent dans un parti unifié, forcément ce parti va garantir en tout cas la stabilité de notre pays pour plusieurs décennies. C'est une occasion pour saluer et rendre hommage à 2 hommes de vision, le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié, pour leur sacrifice pour la recherche de la paix, la solidarité, afin de conduire les Ivoiriens sur la voie de la construction durable de leur développement dans l'intérêt et le bonheur de tous. Et loin de la scène politique, la Banque mondiale se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la résolution du problème de pénurie d'eau à Bouaké. Une mission s'est donc rendue dans cette ville pour s'imprégner des difficultés. Notez que l'institution financière internationale va offrir 5 milliards de francs CFA pour financer des mesures urgentes en vue de permettre aux populations de retrouver de l'eau dans les robinets. Le reportage de Kader Sogodogo. Le 1er mai 2018, le président de la République, Alassane Ouattara, annonçait la venue à Bouaké d'une mission de haut niveau de la Banque mondiale en vue de contribuer à la résolution de la pénurie d'eau constatée dans la région de Bouaké depuis environ 2 mois. Cela est chose faite. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Pierre Laporte, est à Bouaké. La mission démarre par des échanges avec les autorités locales et les responsables de l'hydraulique. Objectif, avoir un point de la situation. Pour mieux comprendre, une visite est initiée. La Loca, le barrage qui a tari, les carrières de sable qui ont favorisé la pénurie. Il s'est agi aussi de voir les solutions adoptées pour servir les populations en eau. Le centre de remplissage des citernes, les forages en cours de réalisation et les points de distribution d'eau. L'eau à la pompe, ça fait 3 mois et demi. D'accord. Peut-être dans d'autres quartiers, ça fait 1 mois. Sinon, moi, chez moi, ça fait 2 mois que moi, je n'ai pas eu de l'eau. Pendant ce temps, vous faites quoi? C'est quand ils viennent ravitailler la maternité, là. Ils viennent faire tout son possible pour servir tout le monde.
5 milliards de francs CFA de la Banque mondiale sont annoncés pour soutenir la ville de Bouaké à sortir de cette situation difficile et sans précédent. On va prendre 5 milliards dans 2 projets qui devraient être dépensés plus tard, mais on va l'emmener tout de suite pour être décaissés au fur et à mesure, prenant en compte les procédures qui vont être prises. Mais les ressources sont là, sont prêtes. Un apport financier conditionné. On attend l'État, mais on va sûrement demander une assurance sur les questions de préservation, telles qu'un arrêt total, définitif de cette question d'enlèvement de sable. Les mesures urgentes. Vous avez eu des forages qui sont en cours d'exécution, il y a des citernes qui tournent, il y a des unités mobiles de traitement d'eau potable qui seront installées à Bouaké sous peu. Donc c'est un ensemble de mesures que le gouvernement a mis en place pour juguler la crise dans l'immédiat. Et ce sont ces mesures-là que la banque veut nous aider à financer pour 5 milliards maintenant. D'autres contributions de la Banque mondiale seront faites en faveur de certaines villes qui connaissent la même situation que Bouaké, a promis Pierre Laporte, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. L'opération Grand Ménage se poursuit sur le terrain. À l'instar des autres villes de Côte d'Ivoire, la commune de Koumassi a pris part à la 15e édition de cette opération. Balais, pelle et râteau en main, les riverains, comme vous le voyez sur ces images, les riverains du quartier Zoé Bruno se sont mis à la tâche pour nettoyer toutes les grandes artères. À l'étranger, le Gabon a un nouveau gouvernement. Le Premier ministre a été reconduit. L'équipe attendue depuis près de 2 ans compte 41 membres. Sa mission urgente, organiser les élections législatives. La nouveauté de cette nouvelle équipe, c'est l'entrée au gouvernement de 3 opposants modérés. Ici en Côte d'Ivoire, la route a encore tué. Un accident de la circulation s'est produit ce samedi sur l'axe Yamoussoukro-Tiebissou. Bilan 4 morts. Le témoignage de Francis Boifo. De longues files d'attente sur l'axe Yamoussoukro-Tiebissou, samedi entre 12h et 12h30. La route a encore tué. On était dans le car et subitement on a entendu un gros bruit, comme quelque chose que le car broyait, quoi. Il est monté sur un taxi brousse. Le bilan provisoire fait état de 4 morts, dont un bébé. Il était à bord de ce véhicule irrécupérable. Au moment où je descendais la côte, le car venait en face. Donc il y a un truc qui s'est sorti devant mon camion. Donc ça m'a tiré vers le car. Conséquence, ce car de 70 places à destination de Korogo a terminé dans le ravin. Tous les blessés ont été évacués au CHR de Yamoussoukro. Dans l'actualité culturelle, toujours en Côte d'Ivoire, vous vous souvenez, décédé le samedi 31 mars dernier, le chanteur Zouglou Désir Champion a été conduit à sa dernière demeure ce samedi au cimetière de Williamsville. Mais avant, il y a eu la levée de corps à l'Ivocep de Trècheville. De nombreux fans de l'artiste lui ont rendu hommage. En 20 ans de carrière, Désir Champion, le champion du Zouglou, a produit 7 albums. L'ONG Investir a procédé à la 2e édition de remise du prix Cheikh Yacouba Sylla du meilleur acteur de développement des régions. Ce prix intervient dans le cadre de la mission de l'ONG qui entend ainsi contribuer au développement des régions. On en sait plus avec Nadia Ega et Serge Kolia. 11 lauréats sur les 20 nominés de la 2e édition du prix Cheikh Yacouba Sylla du meilleur acteur de développement des régions. Dans les catégories bâtisseurs émérites et œuvres sociales éducatives, les élus locaux et cadres des régions du Gao, du Boclé, du Haut-Sassandra et de la Nawa ont été honorés. Le prix d'or a été décerné à Alexandre Draman, cadre de la région du Lot-du-Bois, initiateur du Diaka Festival. Dans la catégorie promotion d'envergure culturelle, les prix sont revenus à Abiba Dambélé, directrice des journaux d'information de la radiodiffusion télévision ivoirienne, et Caroline Da Silva, présentatrice. Ces 2 agents de la RTI sont récompensés pour la qualité de leur travail. C'est plus qu'une récompense pour moi. C'est un signe d'humilité et aussi c'est un grand défi à relever. Nous avons encore beaucoup à faire. Nous avons à travailler parce qu'il faut laisser quelque chose à la postérité. Mention spéciale à Dame Tina Guidran, femme autodidacte qui n'a pas connu l'école, mais surtout femme autonome et entreprenante au service des autres. Que les femmes soient braves, qu'elles continuent de travailler
d'avoir la foi et travailler. Le travail porte du fruit, la récompense. L'ONG Investir existe depuis 2011. Le prix Cheikh Yacouba Sylla s'inscrit dans la droite ligne de la mission de développement communautaire que s'est assignée cette organisation. Nous avons mis ce prix en place à Nemo pour encourager, pour exhorter les cadres à développer leur région, à aider les gens. Parce que Yacouba Sylla était très humaniste. Aux jeunes et aux cadres, je me fais fort de vous traduire le message du calife Cheikh Yacouba Sylla. Il insiste sur la réconciliation. D'abord, au sein de sa ville natale, Gagnoa, les cadres de Gagnoa. Parce que sans réconciliation, sans entente entre les cadres, entre les fils d'une région, Gagnoa ne pourra jamais amorcer son envol économique. Et pourtant, une région si riche de sa diversité. Cheikh Yacouba Sylla était un guide spirituel de la communauté musulmane amaliste. Il a contribué par ses actions au développement de Gagnoa, notamment par l'électrification. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, M. Venance Konan. Alors, que voulez-vous dire par si le noir n'est pas capable de se tenir debout? Laissez-le tomber. Je me dis que quand on vit en société, c'est pour s'entraider. Mais il est quand même bon que chaque membre de cette société-là essaie d'être un peu responsable, qu'il se prenne en charge. Or, ce que je vois, c'est que l'Africain pense que tous les autres membres de la société humaine doivent l'aider lui, sans que lui-même fasse un effort pour s'aider. J'ai dit, si c'est comme ça, là, laissez tomber le noir pour qu'il apprenne à se tenir lui-même debout. Un enfant, de temps en temps, il faut le laisser pour qu'il apprenne à marcher. Mais seulement, lorsque les Noirs ou l'Africain veut se tenir debout, lorsqu'il veut se réaliser par lui-même, qu'on ne l'empêche pas. Parce que cela aussi a été vu. Le laisser tomber, c'est pas assez dur? Il faut bien de temps en temps être dur pour que les choses avancent. Alors, comment le noir peut-il alors se tenir debout? D'ailleurs, qui pourrait l'empêcher même de se tenir debout? Avant de répondre à toutes ces questions, je vous invite à regarder cet élément. C'est un résumé de votre ouvrage fait par notre confrère Issa Chonanyeo. L'écrivain Venance Konan est de nouveau dans la librairie. Si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout. Le titre de cet ouvrage assez particulier, par sa longueur, pose avec acuité le développement du continent par les Africains. Cet essai de 211 pages contenant une introduction, un prologue est subdivisé en 2 parties, met donc les Africains face à leurs responsabilités en ce qui concerne l'aide extérieure. Pour Venance Konan, l'Afrique, loin d'être un continent maudit et condamné à vivre au crochet des Occidentaux, doit prendre son indépendance totale. Pour ce faire, il exhorte les Africains à croire en leur histoire et en leur potentialité de pouvoir transformer le visage du continent. Né en 1958 à Bokanda, l'écrivain Venance Konan, par ailleurs directeur général de Fraternité Matin, croit au devenir de l'Afrique. Et ce livre vise à montrer la voie à suivre pour parvenir au développement du continent. Monsieur Venance Konan, selon vous, qui empêcherait ou qu'est-ce qui empêcherait le noir de se tenir debout? Pour moi, j'entends se tenir debout par se développer. Il y a l'aide. On croit que l'aide nous aide, mais en fait, l'aide nous maintient dans une sorte d'esclavage. Lorsque vous êtes là assisté en permanence, vous ne pouvez pas grandir. Or, l'Africain, à un moment donné, s'est compris dans ça. J'ai été choqué lorsque j'ai vu au Bénin, au bord du lac Aémé, 4 latrines. Et c'est pas là que vous C'est là que je commence. C'est ça qui a déclenché la réflexion à moi. 4 malheureux WC, et j'ai vu écrit dessus financement coopération française. Je me suis dit, si même pour ça, ou cette chose basique là qu'on peut faire, si on oublie d'aller tendre la main, il y a un problème. Et quand je réfléchis, je vois qu'il y a tellement de choses que nous croyons incapables de faire sans être assistés par les autres. Je me dis, on ne va pas rester des éternels enfants. Voilà. D'accord. Et justement, j'ai tiré cette citation de votre ouvrage. Vous allez le voir avec moi sur l'écran. Il est écrit, je cite, « Lorsque les Africains connaîtront leur vraie histoire et l'enjeu de l'avenir, ils comprendront qu'il est temps de se tenir debout, tout seul, sur leurs jambes,
pour leur dignité et leur salut. Mais dites-nous, véritablement, l'Afrique peut-elle atteindre son développement sans l'aide extérieure? N'est-ce pas normal, M. Venance Konan, que les plus forts puissent tirer les plus faibles vers le haut? J'ai dit que lorsqu'on vit en société, c'est pour s'entraider. Mais seulement, il ne faut pas se mettre dans la situation où c'est les autres qui doivent vous aider en permanence. Je me dis, il y a des choses que nous pouvons réaliser par nous-mêmes. Ne serait-ce que construire des WC. Ne serait-ce que là. Mais je pense que nous sommes convaincus que nous sommes maudits. Parce que quelque part, on nous a lavé le cerveau, on a tellement matraqué la tête avec l'esclavage, la colonisation, que nous croyons que nous sommes incapables de quoi que ce soit. Parce que nous serions maudits. J'ai dit non. Nous avons été porteurs d'une des plus grandes civilisations dans cette histoire, la civilisation égyptienne. Celle qui a bâti les pyramides. Mais c'est une civilisation noire. Et cette civilisation-là a influencé la civilisation grecque, qui est la mère de la civilisation européenne. Donc c'est nous, Noirs, qui avons influencé. D'accord. En un mot, nous avons donc les moyens. Alors quels sont les moyens dont dispose ce continent-là pour se tenir debout? Mais il faut d'abord qu'on croie en nous-mêmes. C'est ce que j'appelle avoir foi en soi. Tant que nous n'avons pas foi en nous, que nous ne croyons pas en nous, que nous nous réunions, on ne pourra pas avancer. Lorsque nous rejetons tout, nos cheveux, même parfois notre couleur... Nous rejetons nos cheveux? Oui. Comment? L'Africain n'aime pas ses cheveux crépus, surtout les femmes. Il faut que les cheveux soient défrisés, comme pour les blanches. Pour vous plaire. Parfois... Pour être belle, pour paraître... Oui, si on pense, on peut être très belle aussi comme avec les cheveux crépus. C'est bien, vous êtes bien coiffée. Oui, je suis resté avec ma coiffure africaine, mais il y a des hommes qui se défrisent les cheveux. Il y en a qui se changent la couleur. Il y en a qui... On a changé, même nos noms. On a renié notre culture, on a renié notre cosmogonie. Mais lorsque vous vous reniez totalement, comment vous voulez que les autres vous respectent? Évidemment, ils ne peuvent que vous mépriser. Voici pourquoi le noir est le seul être qu'on méprise partout dans le monde. Vous allez en Inde, vous allez au Japon, vous allez en Europe. La discrimination, c'est d'abord contre les noirs. Parce que les noirs ne se respectent pas eux-mêmes. D'accord. Vous prenez aussi une liberté spirituelle. Absolument. Expliquez-nous. Absolument. Il faut retrouver... La spiritualité, c'est l'être. C'est l'essence même de l'être. Mais lorsque vous rejetez votre spiritualité pour aller adopter celle des autres, mais vous vendez votre âme à ceux-là. Donc un retour à ces valeurs spirituelles-là, c'est quoi? Tout à fait. Clairement. Mais nous avons nos religions, nous avons notre culture, nous sommes nous-mêmes, redevenons nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Qu'on retourne à quoi? À ces fétiches? C'est quoi, clairement? Qu'est-ce que vous appelez fétiche? Non, je vous pose la question. Non, notre culture ne se résume pas aux fétiches. D'accord. Notre culture, c'est nos langues, c'est notre façon de voir le monde. On parle de spiritualité. Oui, la spiritualité, nous avons nos religions. Mais nos religions ne se limitent pas aux fétiches. D'accord. Il ne faut pas assimiler religion africaine à fétiche. Et c'est ça notre drame. On nous a tellement mis dans la tête que nos religions sont fétichistes que pour nous, il faut absolument rejeter ça, il faut absolument les mépriser. Donc on doit retourner à quoi, clairement? À notre religion, nos religions existent, mais ce n'est pas le fétichisme. D'accord. Voilà. Alors, culturellement, vous parlez de nos langues. Oui. On ne doit pas parler français? Parler nos langues n'empêche pas d'apprendre la langue des autres. Remarquez, prenez tous les pays asiatiques. Chaque pays asiatique a sa langue. La Chine, le Japon, l'Inde, le Vietnam, le Laos. Chaque pays a sa langue. Mais ça ne les empêche pas de communiquer avec les autres. Pourquoi pensons-nous que nos langues peuvent nous empêcher de communiquer avec les autres? Prenez chaque pays européen. Nous avons 60 ethnies, plus de 60 ethnies, même ici au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un choix. On devrait choisir une ethnie. C'est un choix que nous devons faire, c'est à nous de voir. D'accord. Soit on vote, soit... Il y a plusieurs méthodes. Vous parlez également d'adapter notre école à nos besoins. Oui. Pour rester debout. Mais regardez, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle. Nos femmes, toute la journée dans certaines régions, elles passent tout le temps à piler. Est-ce que vous croyez qu'on ne peut pas fabriquer des petites machines qui va les libérer de cet esclavage-là? On a formé combien de générations d'ingénieurs? Quand vous regardez la machine qui peut piler, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dedans? Mais on n'y réfléchit même pas. Il y a des chercheurs ivoiriens. Oui, mais qu'ils trouvent au moins ça. Je ne crois pas que ce soit très compliqué à fabriquer. D'accord. Alors, dans cette quête de maturité, d'indépendance du noir, qui doit être en première ligne, le dirigeant ou le peuple? Chacun doit faire sa petite révolution dans sa tête. Moi, j'ai fait la mienne, que chacun fasse la sienne. Les dirigeants, oui, c'est eux qui guident. Mais chacun aussi, au niveau du peuple, ils peuvent influencer les leaders. Dans votre ouvrage, vous avez relevé l'exemple d'une autorité indienne qui parlait pour développer le continent africain, il faut que ce continent-là puisse
se nourrir. C'était le premier ministre Nehru. Il a dit, on lui a demandé quelle est votre priorité lorsqu'il est devenu premier ministre. Il a dit, ma priorité, c'est de nourrir ce peuple-là. Rappelez-vous, au début des indépendances, quand on voyait les ventres ballonnés, là, c'était essentiellement les Indiens. C'était eux qui mouraient de faim. Mais ils ont travaillé à se nourrir au point où, aujourd'hui, ils sont plus d'1 milliard. Mais eux-mêmes, ils nous donnent à manger, nous, Africains. Mais nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons? On consomme ce que nous ne produisons pas. Qu'est-ce que vous mangez chaque matin? Du pain, faire du blé. Je n'ai pas envie de délivrer ça ici aux téléspectateurs. Alors, mais le blé, on ne produit pas de blé. Donc, chaque matin, nous enrichissons des paysans européens. D'accord. Merci, M. Vénance Konan, mais avant de vous laisser partir, vous parlez de prôner notre culture, mais vous-même, je vois que votre éditeur est un Français. Vous avez fait des études à l'étranger. Je suis malheureusement, nous sommes dans une situation où, lorsque vous voulez diffuser votre livre en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Togo, au Congo, vous êtes obligé de passer par la France. Arrivons à ce qu'un jour, de Côte d'Ivoire, moi je suis éditeur, mais lorsque nous éditons les livres ici, ça reste en Côte d'Ivoire. Moi j'ai envie que mon livre soit lu au Sénégal ou au Congo. Merci beaucoup, M. Vénance Konan. Vous avez d'ailleurs reçu le prix de la presse panafricaine au Salon du Livre de Paris avec cet essai. Si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber. En tout cas, pour vous, la meilleure façon d'aider le continent noir, ce serait peut-être d'arrêter de l'aider et de laisser les Africains se débrouiller comme des adultes. C'est le chemin pour leur développement. Mais merci en tout cas d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Nous sommes optimistes. L'Afrique restera debout. Je vous remercie. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été supervisé par Jean-Jacques Kouané. Merci à toute l'équipe technique et à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à 20h.